pense que pour l'Iran, le dessalement, c'est 5-7% de l'eau consommée. Pour les Émirats, l'eau dessalée, c'est 95%. Selon les statistiques. Israël, c'est beaucoup aussi, si c'est on frappe beaucoup. ses propres intentions. Voilà. Donc ça veut dire que là... C'est un crime de guerre, d'ailleurs, frapper une usine de dessalement. Oui, et c'est pourtant ce qu'envisage Netanyahou. Il y a des moments dans l'histoire où plusieurs crises se superposent si vite, si fort qu'on ne sait plus très bien si on assiste à une série d'accidents ou à l'effondrement d'un ordre mondial. Nous vivons peut-être un de ces moments actuellement. Le pétrole flambe, le détroit d'Ormuz est sous tension, l'Iran est en guerre, la Fed de Jérôme Powell est prise en étau entre l'inflation et la récession, le FMI tire la sonnette d'alarme, les BRICS accélèrent leur dédollarisation et pendant ce temps, à Paris, à Berlin, à Rome, les classes moyennes regardent le prix du diesel dépasser les 2,20 € le litre et se demandent jusqu'où ça va aller. Ce matin, nous avons voulu réunir deux hommes qui pensent ce monde en crise, mais qui ne le pensent peut-être pas. De la même façon, Jacques Cheminade est un homme politique, fondateur du parti Solidarité et Progrès, candidat à plusieurs élections présidentielles. Il lit ce même monde comme un historien de long terme à travers les rapports de puissance, les stratégies d'empire, les guerres visibles et invisibles. Pour lui, ce que les marchés enregistrent n'est jamais que la surface des choses. Et de l'autre côté, en face, pour lui donner la réplique, Philippe Béchade, rédacteur en chef aux publications Agora et vétéran des plateaux, qui nous apportera son expertise iconoclaste sur les marchés. Bref, même point de départ, le monde bascule, mais basculer vers quoi, sous l'effet de quoi et surtout, que faire? Et c'est là que le débat commence et c'est exactement pour ça que nous les avons réunis ce matin. Messieurs, bonjour. Jacques Cheminade, bonjour. Bonjour, merci. Je vous en prie, Philippe Béchade, bonjour. 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 Philippe, je vais commencer avec vous. Hier, pour la première fois depuis le début du conflit, le WTI, référence américaine du brut, a dépassé la barre des $100. Bref, le pétrole flambe. Est-ce que c'est un simple accident conjoncturel ou bien le début d'une récession mondiale, selon vous ? Incontestablement, nous aurons une récession. Il n'y a pas d'exemple sur les 50 dernières années où une hausse du pétrole aussi brutale n'ait pas provoqué une récession. Je rappelle que là, le prix du carburant à la pompe a tout simplement pris 40%. C'est la hausse la plus rapide en 3 semaines observée aux États-Unis. On est passé de 2,95 le gallon à plus de 4, c'est-à-dire en fait, c'est au-delà de la barre psychologique des $1 le litre. On est au-delà de 5,5 en Californie, dans l'Oregon. C'est du jamais vu. C'est un choc. Nous, on n'en mesure pas bien les conséquences, mais ça veut dire qu'aux États-Unis comme en Bretagne, en Californie, on ne sort plus faire des pêches en mer. Le fuel a quasiment doublé. La chaîne des conséquences est absolument incroyable. La récession, c'est peut-être encore le terme le plus sympathique que l'on pourrait évoquer. On se dirige vers une dépression parce que les prix ne vont pas retomber. C'est ça dont on a du mal à prendre la mesure. C'est que les capacités de production ont été sévèrement abîmées, pas dans le golfe Persique où pas encore. Bon, si évidemment Trump décide de tenter de s'emparer de l'île de Kharg, là on aura une crise, mais à côté de laquelle celle de 73 passera pour une péripétie. Sans le pétrole de l'île de Kharg et avec la riposte symétrique de l'Iran sur les installations irakiennes, koweïtiennes et saoudiennes, c'est la cata mondiale. Non, le pétrole est déjà maintenant en situation de pénurie parce que les Américains ont aidé l'Ukraine à toucher très sévèrement les terminaux pétroliers et les zones de stockage du nord de la Baltique. Et actuellement, les capacités d'exportation russes, en tout cas ce qui provient de Sibérie, les capacités sont en baisse de 30%. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on ne parle pas aujourd'hui contribue à la raréfaction du pétrole beaucoup plus
que, hypothétiquement, la baisse de production du Qatar, de l'Irak, dans les prochains mois, là, pour la Russie, c'est des trimestres d'indisponibilité. Donc le pétrole va manquer, et c'est pas 1,5 million ou 2 millions de barils. Là, c'est beaucoup plus inquiétant pour l'économie mondiale, parce que justement, la Russie, c'était un petit peu la solution bis pour la Chine, pour l'Inde oui, pour la Chine et pour l'Inde, voilà. Effectivement. Vous avez raison, Philippe, mais on va rester sur le contexte vraiment et macroéconomique, puisque alors ce matin, le FMI, hier soir, a publié un avertissement et d'une clarté inhabituelle pour cette institution. Il a dit: tous les chemins actuellement mènent à une hausse des prix et à un ralentissement de la croissance mondiale. Or, quand le FMI abandonne les formules de précaution diplomatique, c'est évidemment qu'un seuil d'alerte maximale a été franchi. Jacques Cheminade, est-ce que, selon vous, nous sommes en train de basculer d'une guerre économique vers une guerre de puissance nucléaire ? Alors, on est dans une crise financière du système. L'immense pyramide de Ponzi qui a été bâtie à travers les années vacille sur une base extrêmement, évidente, dangereuse. C'est cette crise du capital financier. On peut dire qu'il y a eu une émission depuis, en particulier le 15 août 1971, on a débranché l'or du dollar. Il y a une crise de capital fictif, c'est-à-dire qu'on met des capitaux sans rien qui les justifie dans l'économie physique ou l'économie réelle. Nous avons fait des calculs. Si on prend le sous-jacent des produits financiers dérivés, on arrive à 2,4 millions de milliards accumulés d'agrégats financiers. Ça ne peut pas être remboursé. C'est une dette, tout le monde le sait, ne peut pas être remboursé. Alors, il y a aux États-Unis des forces. Aux États-Unis, c'est ce que j'ai toujours condamné, la politique de la City de Londres, de Wall Street, qui veulent que leurs agrégats financiers ne soient pas dissous totalement. Donc comment ils font ? Ils passent aux militaires et à la menace militaire. Et c'est là que le financier, en rapport avec le militaire, est le grand danger aujourd'hui de l'époque. Et que, ayant lancé son offensive contre l'Iran, à la fois parce qu'il était poussé par Netanyahou et Israël, mais aussi parce qu'il y a une notion du gouvernement israélien actuel, ce que j'appelle moi des voyous messianiques. Ce gouvernement israélien actuel veut renforcer Israël à tout prix, étendre ses frontières, Netanyahou a montré la carte, et produire ailleurs dans le Moyen-Orient, disons, le chaos. Et c'est le grand Israël. Mais aux États-Unis, il y a quelque chose d'équivalent, c'est la Grande Amérique de Trump, qui va depuis la Terre de Feu jusqu'au Groenland, et cette Grande Amérique doit également s'imposer en créant ailleurs le chaos. Et la victime, évidemment, à terme, c'est nous, c'est l'Europe, puisqu'on est pris dans le domaine de l'énergie sous 3 choses. La première, c'est Nord Stream qu'on a laissé faire. On n'a plus le gaz russe, ça touche toujours les Allemands. Si, on l'a sous forme de GNL, 3 ou 4 fois plus cher. Ensuite, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui, le pétrole, le détroit d'Ormuz, etc. Et le troisième, c'est la façon dont nous-mêmes, nous avons sabordé notre nucléaire. Donc on est 3 fois victimes en ce qui concerne l'énergie, en particulier en France. Donc si je comprends bien, en fait, on est passé d'une guerre économique, non pas à une guerre de puissance nucléaire, mais plutôt à une guerre d'empire, finalement, par la force des choses. C'est une guerre d'empire sous la forme qu'ont toujours eu les empires, c'est une forme financière militaire. Eisenhower parlait en 1961 du complexe militaro-industriel. Aujourd'hui, c'est un complexe militaro-financier. Et ce complexe militaro-financier, on le voit. On voit toutes les actions américaines, toutes les sociétés américaines de défense. Aujourd'hui, Peter Hegseth de la guerre, sont détenues en grande partie par BlackRock, par Vanguard, par State Street, par Capitol, etc. C'est une grande société américaine qui gère pour autrui avec leur conception de suivi des données qui leur procure très souvent Palantir. Palantir se trouve, la société en 2004 créée par la CIA, Peter Thiel et Alex Karp, cette société-là se trouve aujourd'hui utilisée dans le militaire comme dans le financier. Ça, c'est le dénominateur commun. Et Palantir... L'automobile, puisque Stellantis vient de renouveler son contrat avec Palantir. Et la DGSI aussi en France, le ministère de l'Intérieur travaille avec Palantir. Donc, Palantir a donné les cibles en Iran, et les a données 2 fois d'ailleurs, la guerre des 12 jours et aujourd'hui. Et on l'utilise de cette façon. Plus
d'ailleurs, Claude, la technologie de Claude Anthropique et Claude. L'intelligence artificielle générative. C'est cible. C'est pour ça qu'ils ont bombardé cette école de jeunes filles. On ne peut pas dire qu'ils ont cherché à tuer les jeunes filles iraniennes et leurs parents, mais ils l'ont bombardé parce que l'intelligence artificielle avait dit que là, il y avait une base navale et qu'il fallait la bombarder. Donc, on est livré dans la guerre à quelque chose de plus que l'intention des gens. Ils admettent que des robots, d'intelligence artificielle, tous les automatismes gèrent la guerre. Et c'est ça le très grand danger. De même que sur les marchés financiers. Les marchés financiers sont entièrement sous contrôle, et Philippe des algorithmes depuis très longtemps, d'algorithmes. Le patron d'Anthropique, M. Amodei d'ailleurs, s'est fait bannir en fait par Donald Trump, par le Pentagone, parce qu'il refuse effectivement que Claude gère des frappes létales sur des objectifs sans validation humaine. Or, le ministre de la Guerre a supprimé l'organisme qui évaluait justement le choix des cibles et le contrôle également du résultat des frappes. Alors Minab, c'est un cas particulier, puisque un Tomahawk qui tombe à 100 mètres peut-être d'une base des gardiens de la Révolution, on va dire que en termes d'angle, c'est une toute petite déviation de rien du tout. Quand on refrappe 20 minutes plus tard le même endroit, ça veut dire qu'on veut tuer tous les gens qui sont venus pour aider, prêter secours, etc. Donc là, il y a une vraie intention. Et si l'intelligence artificielle a fait ça, bien sûr, elle ne l'a pas fait toute seule, ça veut dire qu'on l'a programmée comme ça, mais une fois qu'elle est programmée, on ne l'arrête pas. Et on voit bien qu'il n'y a personne qui s'est interposé pour dire attention, là, les premiers rapports que nous avons par satellite, c'est qu'on a touché une cible civile et probablement des enfants, il ne faut pas en remettre une deuxième. Écoutez, là... On l'a vu à Gaza. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça. Et maintenant, c'est en Iran. Voilà. On va rester sur le terrain économique, messieurs, plutôt, puisque l'idée, là, on parle géo, économie, on va revenir sur le prix du baril. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les Français, Philippe, c'est finalement leur portefeuille, le prix du baril. Donc, les banques centrales qui ont pensé à la manœuvre face à l'inflation, finalement, sont complètement perdues à l'heure actuelle, notamment la Fed, qui a demandé, je le rappelle, la stabilité ou contenir les prix, l'évolution des prix et maintenir un taux d'emploi cohérent, est en plein dilemme. Quel est le point de rupture, selon vous, Philippe, de la Réserve fédérale américaine ? Le prix du baril, je le rappelle, a dépassé les $100 WTI hier. Le point de rupture est où ? $100, 150, $200 ? Il est déjà... Pour le coup d'arrêt à la croissance, on a déjà franchi, mais allègrement, toutes les limites à partir desquelles les ménages américains, pour ceux qui touchent moins de $2 000 par mois et qui ont leur véhicule pour aller travailler, c'est-à-dire c'est au moins 50% des Américains, ça veut dire que le coût des carburants dans le mois, c'est $100 de plus. C'est énorme. Par rapport aux disponibles, c'est plus de 10% du budget en plus. Donc c'est absolument considérable. On peut également faire la même réflexion en Europe, c'est-à-dire que la hausse des carburants, ça va amputer les pouvoirs d'achat de façon extrêmement sévère. Ça renchérit les coûts de tout, des entrepôts frigorifiques, ça renchérit le coût pour le boulanger, etc. Donc et le transport, bien sûr, des produits frais par la route, tout va forcément exploser. Alors, si l'État dit on va donner un chèque aux uns, aux autres, aux transporteurs routiers, il y a un moment, c'est de toute façon le contribuable qui va payer. Donc, il y a un coût, et je le répète, vu l'indisponibilité du pétrole russe, il n'y aura pas de baisse brutale du baril. C'est-à-dire que peut-être que le jour où il y a une annonce, finalement les Iraniens veulent bien commencer à discuter. Ça va discuter pendant au moins un mois ou deux. Il ne faut pas imaginer qu'on va se tomber d'accord du jour au lendemain. Le baril baisse, et puis demain, Rotterdam, on va dire, mais non, mais le problème, c'est que là, l'offre et la demande ne sont plus alignées. On est parti
d'un surplus de 2 millions de barils jour à probablement un déficit qui pourrait se chiffrer, je ne sais pas combien, à 4-5 millions de barils jour. Donc ça, déjà, il faut oublier l'idée que le pétrole et les carburants vont rebaisser. Ils vont rebaisser 2 jours, et puis ensuite, la réalité de l'offre et de la demande va reprendre le dessus. C'est ça, parce que là, donc on analyse ça sous l'angle de l'offre, si j'ai bien compris, Philippe. Alors, le pétrole russe retrouve de nouveau un peu, je dirais, une belle image. Hein. Trump a autorisé un pétrolier russe à accoster au large de Cuba hier. Donc voilà, le pétrole russe qui se dissémine de plus en plus, qui retrouve des ports où pouvoir se délester. Donc là, vous analysez sous l'angle de l'offre, mais on peut aussi analyser sous l'angle de la demande. Or, on sait aujourd'hui qu'un pétrole à $150 pèse mécaniquement sur la demande, et donc on pourrait peut-être miser là-dessus. Alors, c'est super, oui, effectivement, le pétrole pesant sur la demande, voilà, là, on a absolument annoncé, on vient de valider totalement le scénario de la récession. Voilà. Alors, le seul avantage, finalement, d'un baril durablement au-delà des $100, voire 115, je ne sais pas combien, pour le Brent, c'est que, eh bien, on a besoin de plus de pétrodollars pour se procurer les quantités nécessaires. Et là, j'introduis la deuxième dimension de la guerre, c'est que, à mon avis, c'est une guerre pour sauver le pétrodollar et le financement des États-Unis, parce que à 39 000 milliards de dettes, si demain on généralise le paiement du droit de passage d'Ormuz en yuan, qu'on paye le pétrole et le gaz en yuan. Et si on paye le pétrole et le gaz en yuan, là on passe sans même verser le droit de péage. Donc si la pratique d'acheter le pétrole, le gaz en yuan se généralise, c'est la fin du pétrodollar. Et là, les gardiens de la révolution, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils savent que là, c'est la fin des États-Unis, sans même tirer un drone ou un missile. Il suffit que les pays du Golfe C'est pour ça que les gardiens de la révolution iranienne souhaitent obtenir la souveraineté sur le détroit d'Ormuz dans les négociations à l'heure actuelle. Ou même s'il était partagé, mais que ça soit partagé avec Oman et les Émirats, puisque géographiquement, c'est les deux pays qui sont en face, on s'accorde pour qu'effectivement, on se partage les recettes, mais sur la base d'une circulation d'un pétrole et d'un gaz en yuan. Et là, c'est game over pour les États-Unis. On est dans le scénario, à ce moment-là, d'une monétisation de la dette américaine à la japonaise. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus de pétrodollars, il faut que la Fed imprime. Et on reviendra sur le rôle de la Fed. Je vais juste te dire hier, ce qu'a déclaré Jérôme Powell, parce que j'ai suivi son intervention dans l'université du Maryland, et il a déclaré, pour l'instant, les projections inflationnistes sont bien ancrées à moyen terme. Rire. Là, il a sorti une langue de bois. Là, c'était du chêne massif. Et justement, ça va être ma question suivante. Vous voulez revenir sur les propos de Philippe Béchat, de Jacques Cheminade? Oui, la situation se retourne contre Trump et son entourage. Il croyait qu'en bombardant l'Iran, il pourrait gêner la Chine. C'est une des raisons. C'est la raison principale. L'idée, pour moi, c'est la raison principale. Exactement. Et ça se retourne contre lui avec ce qu'a dit Philippe. C'est-à-dire que maintenant, si les Iraniens disent on fait en yuan, d'autres États feront aussi en yuan, et le pétrole associé au yuan, ça c'est en effet la fin du pétrodollar, qui a été, disons, ce qui est le soutien physique des marchés financiers. Après, il n'y a plus de soutien physique, il n'y a plus qu'à faire de l'argent avec de l'argent avec de l'argent. Exactement. Ça ne tient pas. Exactement. Messieurs, pour corroborer ce que vous dites, ce matin, dans le Wall Street Journal, on apprenait que Donald Trump aurait déclaré à ses conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la guerre sans rouvrir le détroit d'Ormuz, sans finalement donc accorder à l'Iran et à consorts ce péage, finalement. Donc ça va dans votre sens. On parlait de la réserve fédérale américaine il y a un instant avec Philippe Béchade. On comprend qu'aujourd'hui, alors vous disiez la langue de bois phénoménale de Jérôme Powell, c'est quand même le langage commun des banquiers centraux, mais c'est vrai qu'effectivement dans des circonstances telles qu'elles sont aujourd'hui et à l'orée de la fin de son mandat, on pourrait attendre de lui un peu de discours réel, un peu plus de franchise. Que nenni. En tout cas, toujours est-il qu'on se pose la question aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans cette guerre des monnaies, puisque finalement c'est une guerre des monnaies aujourd'hui, est-ce que la Fed est encore une banque centrale, Jacques Cheminade, ou est-ce qu'elle est déjà une arme politique sous pression de Donald Trump? La Fed, dès sa création en 1913, était une banque de banques. C'est pas vraiment ni une banque centrale et surtout pas une banque nationale.
Mais aujourd'hui, il y a autre chose qui est en train de se passer. C'est l'émission de stablecoins, voulue avec la loi Genius aux États-Unis. Et cette émission de stablecoins fait qu'un stablecoin pour $1 est garanti par les bons du Trésor américain. Donc, cette infection de la Fed par tous les circuits nouveaux de production d'argent. Ce qui fait que les banques elles-mêmes auront des difficultés. À partir d'un certain moment, elles deviendront de plus en plus graves. D'autant plus que la Banque des règlements internationaux a décidé que, compte tenu des crises, compte tenu du risque, il fallait augmenter la part de capitaux propres dans les banques. Et là, ça favorise encore plus les crypto-monnaies, les blockchains et les stablecoins. Donc il y a un dérapage de l'économie vers la fintech, hors du réseau bancaire habituel. Et ça, c'est ce qu'espèrent les gens qui entourent Trump comme instrument de pouvoir. Mais ça se retourne déjà contre eux physiquement dans la guerre contre l'Iran, et ça va se retourner contre eux sur le domaine financier. Parce qu'on ne peut pas émettre de la fausse monnaie continuellement, sauf si on a une économie de guerre et qu'on associe la production de monnaie à l'économie de guerre et de menaces. Et sauf également si on assouplit les règles prudentielles pour les banques américaines, ce qui est le cas a priori aujourd'hui. Ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Et ce qu'ils sont en train de faire, et donc ce qui permettrait aux banques, finalement, eh bien, d'acheter de la dette aux banques américaines, d'acheter de la dette souveraine, puisque exactement, vous avez entièrement raison, Jacques Cheminade, puisqu'effectivement, avant le conflit, on parlait des stablecoins, en expliquant que ces stablecoins qui sont à 99% libellés en dollars, eh bien, arrive un bon moment pour Donald Trump, au moment où on parle de dédollarisation, de hausse massive des réserves d'or des banques centrales. Cette guerre en Iran arrive également à point nommé pour relancer peut-être un soldat dollar en perte de vitesse. Jacques Cheminade, vous voulez nous... Notre facteur, c'est gouverner par la peur. Et ça, c'est ce qui est sous-jacent à cette politique financière. Et il y a une très belle citation que j'ai ici de Alex Karp, qui est avec Peter Thiel, le fondateur à la fois de Palantir et aussi de PayPal. Et voilà ce que dit Alex Karp récemment. Les rivaux des États-Unis devraient se coucher effrayés, ils devraient se lever effrayés. Être en sécurité signifie que l'autre a peur. Ma version du rôle de l'armée, a-t-il ajouté, c'est que les soldats sont plus heureux lorsque les ennemis ont peur et les Américains se réjouissent à nouveau du fait que nous sommes les seuls à avoir un véritable outil technologique dans ce pays. Et de plus, on a vu, même le journal Le Monde en France le dit, mais ça n'émeut personne, que 4 experts, 2 d'OpenAI, un de Meta et un de Palantir, ont été recrutés comme lieutenant-colonel dans l'armée américaine, directement. Donc, ils ont pour mission d'adapter l'intelligence artificielle à un but militaire, c'est déjà fait, et Palantir est pratiquement intégré, plus les essaims de robots pour se substituer à l'infanterie. Je ne sais pas s'ils vont essayer ça maintenant ou pas maintenant, mais le programme est celle-là. Donc on se détache de plus en plus de l'être humain et on passe à une économie, je dirais, moi je l'appelle un nouveau fascisme qui fascisme aux de l'intelligence artificielle. Alors, fascisme, c'est un mot trop utilisé très souvent. Mais non, c'est le lien entre l'émission de fausses monnaies, la volonté de faire payer au peuple les erreurs faites par cette oligarchie et au sein de cette oligarchie, l'investissement dans le militaire pour intimider. Plus, évidemment, tout ce qui est l'internationalisation des choses et la volonté d'empêcher des États-nations d'exercer quelque pouvoir que ce soit. C'est-à-dire imposer d'en haut une règle qui sera contraire à la souveraineté nationale par principe. Alors justement, il y a des pays, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Et il y a des pays qui se soulèvent contre cette idée, puisque le mouvement général avant le déclenchement de cette guerre en Iran, c'était la dédollarisation de l'économie mondiale, notamment par les banques centrales qui échangeaient massivement leurs réserves en dollars contre de l'or. Philippe, est-ce que on assiste au début réel, très réel, de la fragmentation financière mondiale portée par les BRICS, notamment la Chine, la Russie et l'Iran? Oui, fragmentation qui a débuté en 2014 en réalité, avec le coup d'État du Maïdan. C'est là que d'un seul coup, un gros acteur se dédollarise et entraîne finalement dans son sillage son allié à l'époque. C'était pas l'allié indéfectible et éternel que c'est devenu après 2022. Mais le mouvement de dédollarisation a commencé. Et l'Iran, alors lui, n'a pas décidé de se dédollariser, bien que je pense que c'était probablement dans les cartons, et ils y ont été contraints
par les sanctions de Donald Trump, qui a dénoncé unilatéralement les accords de Genève. Il l'a fait sous la pression d'Israël, alors que l'Iran respectait plus ou moins, enfin non respectait, d'après les inspecteurs de la IAEA, respectait ses obligations. Du coup, l'Iran s'est retrouvé complètement dédollarisé, mais coupé de SWIFT, littéralement. Donc, l'Iran dédollarisé se retrouvait finalement dans la même position que la Russie ou que l'Irak. Il n'y a pas un pays qui a voulu se dédollariser, qui a échappé à la guerre. Alors on va dire, oui, Poutine, c'est lui qui a attaqué le Donbass et l'Ukraine. Personne ne le nie. On pense à l'Irak, on pense au Venezuela, effectivement. Voilà. Tous les pays qui ont tenté de se dédollariser ont eu soit une guerre, soit un coup d'État. Les 7 retenus par Wesley Clark. Oui. Il fallait écraser. Et l'Iran était le 7e. Voilà. Et l'Iran est en plus de ça, alors géographiquement, un point de passage est-ouest et presque nord-sud. Bon, nord-sud c'est plutôt en biais, mais c'est un point de passage très important. Aujourd'hui, donc, Téhéran et Ispahan sont reliés par la voie ferrée à Pékin et même au plus grand centre industriel chinois. Il passe beaucoup de marchandises maintenant par le rail, puisqu'il y a une façon de ne pas être totalement exposé, évidemment, au canal de Suez pour exporter vers l'Occident. Donc, en fait, il y a un axe terrestre Chine, Kazakhstan, Iran. Il pourrait y avoir aussi un corridor par le Pakistan, et la route de l'amitié qui passe là par les grands cols du Karakoram. On pourrait dupliquer la communication autrement que par la route. Donc il y a ce grand axe. Et il y a l'autre axe qui, lui, est défendu par les États-Unis, qui s'appelle l'IMEC. C'est-à-dire que c'est un axe qui part de l'Inde, qui a 4 jours avant le début des hostilités, passé d'importants contrats, et notamment de production d'armes avec Israël. Autrement dit, aujourd'hui, il y a un axe Inde, Hormuz, Irak, Jordanie, Israël, et l'IMEC voudrait que une nouvelle route du pétrole sorte. Alors je ne sais pas si ça sera à Haïfa ou à Gaza. En tout cas, ça a été dit très très clairement par les Israéliens, par Benjamin Netanyahou naturellement. L'Israël sera le point de sortie de ce nouvel axe Inde, Europe, États-Unis. L'Inde ayant pour vocation de remplacer, de se substituer à la Chine comme zone de production à bas coût. Et on collecte de l'énergie dans le Golfe, Irak, Arabie, et on fait sortir ça non plus par la mer Rouge, où les Houthis peuvent très très bien décider de mettre le bazar. Donc ça sort par voie terrestre depuis l'Irak, par la Jordanie et Israël. C'est une nouvelle méga route économique, c'est-à-dire que les biens produits à bas coût viennent d'Inde, passent Hormuz, prennent le train, et tout sort ensuite par Israël, qui évidemment se retrouve dans une position stratégique, un petit peu comme les États-Unis, qui contrôlent Panama, côté Golfe du Mexique, côté Pacifique. Voilà, c'est un véritable enjeu économique, géostratégique, et ça veut dire qu'en fait tout ce qui passerait par Hormuz, puisque ça serait contrôlé par les États-Unis, ça veut dire paiement en dollars, une énergie qui circule du Golfe jusqu'en Europe ou jusqu'aux États-Unis, libellée obligatoirement en dollars. Tout ce qui vient d'Inde, libellé obligatoirement en dollars si ça passe par Hormuz. Et la Chine, elle a évidemment des circuits qui passent par l'Iran ou qui passent par la mer Rouge. Si on a envie d'embêter la Chine, on lui interdit effectivement le détroit d'Ormuz, et éventuellement on lui complique aussi la vie pour passer par Bab el-Mandeb et le canal de Suez, et ensuite le port du Pirée. Voilà aussi les enjeux, ils sont géostratégiques. Mais le but, c'est que tout ce qui circule, marchandises,
énergie soit libellée en dollars. Si les États-Unis perdent Hormuz, c'est fini. Mais alors justement, Philippe, votre démonstration, alors il aurait fallu une carte du monde quand même pour vous suivre, ça part pas dans tous les sens, mais en tout cas on a compris, l'idée est comprise en tout cas, et merci beaucoup Philippe. Juste, on va revenir sur la Chine. La Chine, dans ces cas-là, il faut s'attendre, Jacques Cheminade, si le scénario de Philippe Béchade se réalise, il faut s'attendre à ce qu'elle fasse quelque chose. Elle ne va pas pouvoir protéger la paix comme elle le dit jusqu'à maintenant, éternellement, et notamment sa souveraineté énergétique. Mais cette dont a parlé Philippe, ce plan en effet de route dollar est un colosse au pied d'argile. Elle ne pourra pas tenir. C'est la situation financière mondiale qui déterminera les choses. Et puis du côté russe et du côté chinois, on explore plus activement l'idée d'un nouveau système de référence international. De paiement, vous voulez dire? De paiement, oui. Serge Glaziev, qui était à Mumbai, d'ailleurs à Bombay, à Mumbai, récemment, a parlé là-bas. Donc les Indiens ont un pied d'un côté, un pied de l'autre. C'est vrai. Effectivement. Vous avez... Et il a parlé, en revenant en Russie, d'un nouveau système de référence international dans lequel les États échangeraient en monnaie nationale, mais s'il y a des excédents, s'il y a des déficits, il faut un instrument. Et il a dit, il faudra soit une monnaie, soit un instrument plus simple, qui sera basé sur un panier de matières premières et peut-être aussi de monnaie des participants. Et ce panier sera fixé par des contrats, les prix ce panier de matières premières, de produits de base, sera fini par contrat à long terme et pas par les spéculations sur les marchés financiers. Et je trouve très intéressant de ce point de vue que la Chine ait décidé, par exemple, que les crypto-monnaies n'auront pas cours légal. Aura cours légal seulement les crypto-monnaies d'État. Alors exactement, puisque finalement elle a autorisé, c'est assez récent, ça date de l'année, récent, ça date elle a autorisé l'utilisation par les particuliers et les entreprises locales, l'utilisation de stablecoins libellés en yuan. Exactement. Donc voilà, on se met en ordre de bataille. En fait, il y a une mise en ordre de bataille. Regardez tout ça. C'est l'ordre de bataille qui est en train d'être mis en place par les grandes puissances économiques mondiales qui ont conscience de tout ça. Et nous, à l'international, dans l'Institut Schiller, ce que nous faisons, nous défendons l'idée pour stabiliser les choses, pour éviter la guerre, une nouvelle architecture de développement et de sécurité mutuelle qui sera basée précisément sur un instrument de référence financier qui ne soit pas soumis aux aléas et aux variations des marchés. Et quel pourrait-il être ? Ce que essaye de définir Glaziev. Moi, j'ai rencontré Glaziev dès 2002 en Russie. Mon ami Lyndon LaRouche avait longuement rencontré. Il a d'ailleurs envoyé un message à Lyndon LaRouche, qui était l'ennemi de ce système américain, en disant que, à l'occasion de son décès, que c'était LaRouche qui avait inspiré un nouvel ordre financier dans les pays qui avaient réussi, en particulier la Chine, financier lié à la production physique de biens et à des choses qui forment le capital humain qui s'associe au capital de développement physique. Et en Chine, on est très conscient de cette situation. Quand on parle des Chinois, ils savent très bien que l'enjeu est là, comme l'a défini Philippe. Et que l'enjeu, pour eux, c'est d'avoir un système financier qui soit indépendant. Peu à peu, ils l'ont formé d'ailleurs. Ils ont tous les éléments, y compris leur propre SWIFT, ils ont tous les éléments pour remplacer le système financier américain, anglo-américain, je dirais. Je préfère dire anglo-américain qu'américain, parce que je pense que tout l'entourage de Trump aujourd'hui, qui sont les millionnaires, les plusieurs fois milliardaires qui sont autour de lui, n'opèrent pas du tout en fonction de l'intérêt du peuple américain. D'ailleurs, c'est intéressant, la dernière chose intéressante, c'est que la fondation Eisenhower, qui est devenue un élément de critique de ce système financier, a réuni des anciens qui ont critiqué, qu'il s'agit des Scott Ritter, du colonel McGregor, qui ont critiqué le système. Nous avons une candidate aux États-Unis qui s'appelle Diane Sert, qui est soutenue par Scott Ritter, McGregor et d'autres. Il apparaît un mouvement indépendant. Alors on a vu associé à cela les manifestations contre la guerre aux États-Unis. Elles ont été beaucoup plus importantes qu'ailleurs. On a dit des millions de personnes, certains ont dit 8 millions, contre la guerre. C'était no kings, no wars, no bombs. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur des États-Unis qui est très important par rapport à l'enjeu de la politique mondiale. Et qui est une bonne chose. Pour moi, oui, bien sûr. Pour moi, c'est une bonne chose. Et le danger étant qu'il se constitue un bloc contre notre bloc et que ça amène à terme une guerre. Quand vous dites notre bloc, c'est le bloc européen ? Le bloc
Non, le bloc occidental et le bloc des autres. Des autres, exactement. Qui ne sont pas uniformes, hein, mais ils ont une volonté, la décolonisation. Ils veulent plus le bloc des pays du Sud, en quelque sorte. C'est les pays du Sud. C'est les pays du Sud, on peut l'appeler comme ça. Il y en a qui ne sont pas dans le Sud. Oui, il y en a qui sont pas dans le Sud. La colonisation, ça reste le dollar. Hein. Oui, mais c'est pour ça ils sont contre le dollar, parce que le dollar, c'est l'instrument de la colonisation. Alors ces pays-là ne doivent pas être dans un bloc qui soit contre le bloc américain. Donc il faut changer la politique américaine à l'intérieur des États-Unis. Je pense que c'est très important. Est-ce que c'est nous? Alors c'est une question qu'on s'était posée bien avant la guerre en Iran, quand on voyait les BRICS plus, les BRICS s'élargir, vous savez, avec notamment l'Iran qui est rentré, l'Arabie Saoudite, l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran promu par les Chinois. C'est un puzzle géopolitique, géostratégique extrêmement intéressant qui se déroule sous nos yeux depuis 3-4 ans. Justement, alors j'en perds ma question. Je vais rebondir sur autre chose. Donc on a compris que finalement c'était un peu une guerre par procuration, que les États-Unis via l'Iran attaquent la Chine. Est-ce que on l'a appris cette semaine, la semaine dernière, la Russie est presque officiellement entrée en guerre au cours de celle-ci en non seulement aidant l'armée iranienne, les gardiens de la révolution iranienne en leur fournissant des images satellites et des positions stratégiques, mais également, et ça c'est assez récent, on sait qu'ils leur fournissent soit des drones complètement montés, soit les matières premières, les pièces détachées pour pouvoir les monter. Philippe, est-ce que la Russie utilise cette guerre iranienne pour frapper l'économie américaine sans entrer officiellement en guerre ? C'est le symétrique parfait de la guerre en Ukraine, où les États-Unis fournissent des images satellites extrêmement précises pour que les drones ukrainiens aillent taper les positions russes. Alors, moi, les chiffres que j'ai vus, c'est que le guidage des drones ukrainiens par l'intelligence et l'imagerie américaine a permis de tuer 100 000... Russes ou chinoises. Voilà, a permis de tuer 100 000 Russes. Et notamment un Hawk, vous savez, cet avion de renseignement... Oui, il a été détruit sur la base Prince Sultan. En Arabie Saoudite. Voilà, c'est ça, voilà. Hier ou avant-hier. Donc, je veux dire, les Russes rendent absolument leur monnaie de leur pièce aux États-Unis, et c'est pour ça que d'ailleurs ils l'ouvrent pas trop, les Américains, parce que si jamais ils se plaignent que l'imagerie russe permet de toucher des cibles en Irak, au Koweït, etc., les Russes leur diront: rappelez-vous quand même que vous avez tué 100 000 Russes grâce à votre renseignement, et que vous avez tapé donc les raffineries nord-baltiques qui font que le monde va manquer de pétrole. Vous pouvez vous féliciter d'avoir été effectivement de très très bons auxiliaires de l'Ukraine. Alors là où les Américains vont être quand même un petit peu embêtés, c'est que là ils ont tiré pratiquement en 1 mois et 3 jours, ils ont tiré plus de la moitié, semble-t-il, de leur stock de missiles de tout calibre, etc. Ça va de missiles à $1 million pour les moins chers, à des missiles à $4 millions, c'est colossal. Et on ne peut pas les reconstituer, en tout cas certainement pas au même rythme que les Russes ou les Chinois peuvent fournir des pièces pour fabriquer des drones. Et surtout, impossible de reconstituer l'arsenal sans tungstène et sans gallium. Et là, qui c'est qui raffine 90% du tungstène et du gallium ? C'est la Chine. Les Américains, en creusant, trouveraient peut-être du tungstène, mais ils n'ont pas les raffineries et ils ne les auraient pas avant 4 ou 5 ans. Autrement dit, les États-Unis peuvent peut-être foutre le bazar dans le Golfe pour embêter les Chinois. Ah oui, là, s'il n'y a plus Hormuz, effectivement, ils vont avoir moins de pétrole. Puis le pétrole de la Baltique, là aussi, va être un peu compliqué. Mais les États-Unis, sans tungstène et sans gallium, ils ne font plus rien, ils n'ont plus d'armes. Et là, on est vraiment dans une double guerre d'attrition. Donc l'Ukraine, c'était une lutte par proxy des États-Unis contre la Russie, en espérant que ce soit la Russie qui se vide de sa substance, qui s'épuise économiquement. Et du coup, les Américains ont quand même grillé une bonne partie de leurs munitions en Ukraine. Ils ne les ont plus maintenant dans le Golfe, et ils pourraient ne plus pouvoir les reconstruire, les refabriquer, faute de tungstène, de gallium et autres germanium. Et c'est pour ça que, à mon avis, la guerre va peut-être s'arrêter
d'ici le 15 ou 16 avril, parce que là, il y a une rencontre entre Trump et Xi Jinping qui est prévue dans le cadre, je crois. Elle a été reportée. Elle a été reportée, mais... C'est très récent, parce qu'on en parlait en fin de semaine dernière, justement. Voilà. La date était arrêtée 15-16 mai, pour le coup. C'est ça. Voilà. Et maintenant, cette réunion repoussée d'un mois signifie que, a priori, la guerre, elle doit s'arrêter au 15-16 mai, parce que là, il va falloir forcément que les Américains trouvent un accord avec les Chinois pour que les États-Unis ne se retrouvent pas en pénurie de métaux critiques. Jacques Cheminade, vous vouliez dire quelque chose? C'est vrai, mais la situation ne peut pas continuer comme elle va, à la fois en Ukraine, en Iran, parce que on fait tuer des gens pour son compte. C'est-à-dire qu'on envoie à la boucherie des gens sans y aller, sans que son pays va lui-même. Alors, ce qui arrêtera peut-être les États-Unis, c'est des morts américains en Iran. Je pense qu'il y en a eu plus que les États-Unis disent. 13, c'est un chiffre ridicule. Probablement les hôtels dans les différents pays du Golfe où c'était réfugiés, où avaient été pris le logement, les soldats américains pour sortir de leur base qui était trop exposée, et les Iraniens ont tiré sur les hôtels. Donc il doit y avoir plus de morts qu'on ne dit, d'une part. D'autre part, la situation, c'est qu'il y aura une crise, comme l'a dit Philippe, en ce qui concerne toute l'économie, disons, avancée, dépendant de toutes ces terres rares et ces matières premières. Mais il y a aussi une crise alimentaire qui va être très grave. Exactement. La FAO a alerté la semaine dernière. La FAO a alerté la semaine dernière. Et on ne peut pas continuer comme ça, sauf à aller à une guerre poussée à des limites qui sont proches de recours au nucléaire. Mais bien sûr. Certains en Russie le disent, Karaganov l'a dit en Russie, et Netanyahou l'envisage en Israël. Donc, alors, et là, on franchit un seuil qui est... un seuil de non-retour. Non-retour. Exactement. Une chose, Philippe, je dois dire, parce qu'effectivement, ce que vous soulevez est extrêmement intéressant, parce qu'on parle du détroit d'Ormuz que dans un sens, finalement, des exportations de pétrole. Mais il y a les importations alimentaires. Absolument. Et là, c'est tous les pays du Golfe qui sont concernés. Et c'est les produits pour tous les pays du Sud. Et c'est exactement. Donc ça veut dire qu'en fait... S'il n'y a pas d'engrais... Exactement. Donc en fait, la crise alimentaire est également... sous-jacente et imminente, en réalité. Et puis la crise humanitaire, si jamais Netanyahou commet la folie d'aller frapper une usine de dessalement iranienne, alors, je pense que pour l'Iran, le dessalement, c'est 5-7% de l'eau consommée. Pour les Émirats, l'eau dessalée, c'est 95%. Selon Israël, c'est beaucoup aussi, si on frappe ses propres intentions. Voilà. Donc ça veut dire que là... c'est un crime de guerre, d'ailleurs, frapper une usine de dessalement. Oui, et c'est pourtant ce qu'envisage Netanyahou. Et si la réciproque survient, il y a la moitié des Israéliens qui vont devoir retourner aux États-Unis. Un double passeport, donc ça sera facile pour eux de quitter. En revanche, pour les Émirats et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, c'est 45 millions de personnes qui manquent d'eau potable. Là, c'est un drame terrible. Et pour les Émirats, c'est 8,5 millions d'étrangers qui sont obligés de partir parce que s'il n'y a pas d'eau, c'est impossible de survivre. Enfin, les conséquences sont absolument vertigineuses. On ne les a pas encore évoquées. Mais des Saoudiens sans eau, c'est un drame. Les Émirats sans eau, c'est un mouvement de population de 8,5 millions de personnes. Et Israël, c'est la moitié des Israéliens qui retournent aux États-Unis. Alors, par rapport à cette situation, sortir du domaine strictement économique ou financier, le pape actuel, Léon XIV, a tenu des propos très intéressants. La première chose qu'il a dit, les gens qui prient pour la guerre et qui prétendent que Dieu les favorise faire la guerre, ceux-là ne sont pas chrétiens. Première. Mais la deuxième, beaucoup plus intéressante, au moment du jubilé, il y a 2 mois environ, il a dit qu'il y avait une façon de penser où on a besoin d'un ennemi, où les contraires doivent se battre nécessairement, mais il y a une autre façon de penser, un grand penseur de l'aube de la Renaissance, Nicolas de Cuse, l'a établi, c'est la coïncidence des opposés. On est opposés à un certain niveau, mais à un niveau supérieur, on arrive à s'entendre parce qu'on travaille ensemble par rapport à un ordre qui est favorable aux deux. Donc ça, c'est la solution pour l'avenir. Et nous pensons qu'une nouvelle architecture de développement et de sécurité pourrait aller dans ce sens-là. On peut sortir de cette situation qui mène tout droit soit à la guerre, avec le risque d'un dérapage nucléaire, si les gens sont assez déments pour le faire,
et l'autre qui est la crise d'effondrement de tout le système financier qui entraîne l'économie. C'est bien que ce soit le mot de la fin. Ce ne sera pas le mot de la fin de cette interview, dommage. On va basculer sur les problématiques franco-françaises, donc les conséquences de facto de cette situation géopolitique. C'est le prix des carburants qui s'envole. Ce matin, le diesel en France est mesuré en moyenne à 2,22 € le litre. C'est gigantesque. Philippe, le diesel dépasse donc les 2,22 €. Combien de temps, selon vous, les ménages français vont pouvoir-ils encaisser ce choc-là ? Il y a déjà la moitié des ménages français qui ont du mal à finir le mois. Je crois que le pourcentage de Français à découvert, c'est autour de 25%. En tout cas, 25% des Français se trouvent au moins une fois à découvert au cours de l'année, et il y en a au moins 15% qui le sont structurellement et en permanence. Voilà. Alors là, le prix n'est pas tenable, donc le gouvernement a compris et va envoyer des chèques directement à tous les gens qui sont non imposables et qui sont identifiés comme étant... en ayant besoin, en tout cas, c'est vital. Voilà, c'est... Des conditions financières qui sont intenables. Bon, les gens ne pourront pas payer leur loyer et payer l'essence pour aller travailler. On en est là. Mais là, ce qui va se profiler, et j'en reviens donc au manque de pétrole russe, on risque d'avoir des rationnements, c'est-à-dire on risque d'avoir un scénario un peu à l'australienne qui recommande aux gens finalement de reprendre le télétravail pour ne plus avoir à se déplacer en voiture. En France, c'est peut-être pas aussi critique qu'en Australie, qui est très très grand, ou aux États-Unis, où on ne se déplace qu'en voiture, mais ça pourrait très très vite, une fois que les réserves de l'AIEA auront été épuisées. C'est quoi ? C'est fin... Je crois qu'on a un mois et demi, oui, c'est ça. C'est fin mai. Un mois et demi, 2 mois d'avril. On en revient toujours aussi à la réunion Trump-Xi Jinping, mi-mai. Voilà, mi-mai, là, les choses deviennent vraiment très 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 compliquées. Et là, on commence à mettre au chômage technique. Bon, déjà, les usines automobiles normales, plus personne n'achètera une voiture. Et c'est ça aussi pourquoi il faut se préparer. C'est que là, de toute façon, l'activité dans le secteur automobile va s'effondrer. Alors, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être plus longtemps, mais on va vers une mise à l'arrêt des usines automobiles. Toute la sous-traitance va être touchée. Il va y avoir un tsunami de chômage technique, voire même de chômage tout court. C'est ça, la récession. Et ça, c'est inévitable. Personne n'achète aujourd'hui un véhicule dans des conditions actuelles. Avec déjà une dépression. Et avec des taux qui se tendent. Donc le crédit pour acheter une voiture, déjà, ça devient intouchable. Et en plus de ça, mettre le carburant dedans, les gens ont plus les moyens. Donc voilà une des conséquences très très concrètes. Et comment effectivement comment nous arrive la récession, voire la dépression, voire un système de rationnement, comme maintenant au Bangladesh, au Sri Lanka, il n'y a plus de ramassage scolaire, on fait la semaine de 4 jours, et on commence à arrêter effectivement les usines. En France, comme aux États-Unis, le narcotrafic par-dessus tout. C'est-à-dire qu'on voit dans les familles une consommation de plus en plus importante de drogue, même à l'intérieur de la France. Des petites villes à l'intérieur de la France sont comme ça. Et tout ça vient de l'utilisation des réseaux de trafic pour faire fonctionner en argent l'économie. Déjà, dès avril 2000, moi j'ai une déclaration ici, c'était de Christian Debris. Et c'est Christian Debris qui évaluait à l'époque à 1 000 milliards environ les sommes du narcotrafic, des différents trafics. Pas seulement le narcotrafic, les contratrafics. Et il concluait de la façon suivante, et c'est terrible de penser que c'est si longtemps qu'on pouvait dire ça, il disait « La course effrénée au profit et à l'accumulation de capital par tous les moyens se traduit par le vol généralisé du produit du travail des hommes et des richesses communes, entraînant la corruption des mœurs des classes dirigeantes. Aux barons voleurs succèdent les princes pillards. » Alors justement, M. Cheminade, dans cette logique-là, est-ce que, ce que vous mettez en avant, l'économie souterraine, la flambée des coûts de l'énergie, est-ce que ce sont des facteurs majeurs d'instabilité en France et en Europe ? Ce sont des facteurs à la marge. Mais très souvent, ces facteurs à la marge entraînent des conséquences beaucoup plus graves que eux-mêmes. Dans la situation que Philippe a décrite et que j'ai tenté de décrire aussi, dans cette situation, oui, il suffit de quelque chose
comme des trafics déstabilisateurs pour entraîner le reste. Mais alors, est-ce qu'on peut éventuellement penser que les dirigeants européens vont prendre les choses en main, si tant est qu'ils le veuillent et qu'ils le puissent, et que ça accélère la recomposition des alliances en Europe? Je pense que les dirigeants européens, si vous les prenez un par un, n'ont été capables de faire soit que cette coalition des volontaires pour l'Ukraine, qui était la coalition des va-t-en-guerre sans avoir les moyens de faire la guerre, et puis pour les autres, ils essayent d'attendre que ça se passe. Vous avez un dirigeant, les libéraux comme Orban sont tout à fait contre la guerre en Ukraine, mais tout à fait pour Netanyahou. Donc l'Europe, c'est l'Europe des États-Unis. Ça, on le sait. Alors, Coralie Delhomme parlait d'une véritable Europe qui soit l'Europe des nations. Et ces nations doivent s'entendre dans des coopérations renforcées et bien définir lesquelles. C'est le moment. C'est le moment, oui. C'est bien. C'est le moment d'aller vite. C'est ça. On est On peut complètement... peut-être d'ailleurs espérer que le conflit en Ukraine trouve une résolution. D'un, parce que les États-Unis ne vont pas être capables de fournir de nouvelles armes. Alors, quand je parle des armes, c'est des missiles. Ah bien voilà, c'est les munitions, c'est les munitions volantes, c'est-à-dire les missiles. Et là, la guerre, c'est game over, parce que en face, la Russie, elle n'aura aucun problème d'abord, le tungstène chinois, la Russie va pouvoir s'en procurer autant qu'elle veut. Et l'argent. Voilà. Alors, et l'argent, mais on l'apprend ce matin, Philippe, la formation, vraiment, ça date d'il y a quelques minutes. Donc là, on parle de la guerre en Ukraine, ça n'a pas cessé pour autant. Et d'ailleurs, on apprend que l'Ukraine frappe les ports russes et cible le pétrole, nerf de la guerre pour le Kremlin. Voilà. Donc, grâce à l'Ukraine, on est certain de ne pas avoir de pétrole. D'aller vers la récession. C'était vraiment la chose à ne pas faire, évidemment. Bon, là, si on veut vraiment complètement effondrer l'économie planétaire, on tape Karg, mais déjà taper l'extrémité sibérienne, c'est déjà, Yamal, etc. C'est déjà s'assurer que la planète va manquer de pétrole. Donc là, et de l'Europe, manifestement, en tout cas en France, on voit bien qu'on n'a pas les moyens à la fois de faire un chèque à Zelensky chaque fois qu'il passe par Paris et baisser les taxes sur l'essence. Et on a fait le calcul. Si on baissait les taxes sur l'essence, ça coûterait 330 millions. Zelensky vient à Paris, 330 millions. D'un seul coup, on lui fait le chèque sans discuter. Mais alors, si c'est pour les Français, il n'y a pas d'argent. Justement, on va revenir. Si vous me permettez, on revient justement sur les Français. Le G7 et la Banque Centrale Européenne parlent de stabilité énergétique et de récession à éviter. Est-ce que la France peut-elle encore protéger ses classes moyennes sans s'endetter encore plus, ou bien Jacques Cheminade, est-ce que c'est totalement mission impossible? C'est une mission impossible si on n'a pas une véritable politique vis-à-vis du nucléaire. Et on ne l'a pas. Ce qu'on fait actuellement en nucléaire, c'est répéter des choses qu'on a déjà fait. On n'est pas dans une vision de recherche. Et si on était dans cette vision de recherche, la France aurait cette possibilité si elle accordait le système financier à cette vision de recherche. Mais ça, on ne peut pas le faire dans l'Europe actuelle. Donc, pour moi, sortir de l'Union européenne, c'est indispensable, mais à condition de réfléchir comment on le fera et de penser à la base physique, la base de services publics, de secteur public, qui est toute cette histoire de la France, qui est celle du domaine public. Or, on a porté atteinte au domaine public depuis plus de 50 ans en France. Pourtant, Emmanuel Macron a dû changer de façon de penser. Bien sûr, et peut-être qu'il y a un début de prise de conscience, et notamment au niveau du nucléaire, le nucléaire qui retrouve un petit peu, qui recouvre l'intérêt des pouvoirs publics français. Greta Thunberg est devenue pro-nucléaire. Et von der Leyen regrette cette petite minuscule erreur stratégique d'avoir effectivement poussé complètement l'éolien et le photovoltaïque, qu'on appelle le renouvelable, non pilotable, au détriment du nucléaire. C'est juste, oups, on s'est trompé. Mais alors, je vous chiffre quand même, le oups, c'est 3 000 milliards. 3 000 milliards d'argent. C'est ce que les contribuables europééens ont dû sortir pour installer ces forêts d'éoliennes et ces champs de miroirs qui ont besoin derrière d'énergie pilotable. C'est extraordinaire la ponction sur la richesse des Européens au profit de quelques lobbies
parce que c'est tout simplement, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais installer des trucs archi coûteux et pas rentables, vouloir enterrer le nucléaire, ça ne peut venir que du travail de lobby, et qui ont dit, si on veut vraiment obliger les gens à accepter les éoliennes dans leur paysage, il faut absolument que le nucléaire soit réduit et qu'on manque de gigawatts. Donc ça a été quelque chose. Là, si on veut parler de complot, c'est un vrai complot. Et la chef du complot, c'est oups, on s'est trompé. C'est pas trompé. Elle a poussé là-dessus à fond la caisse. L'Espagne dote aujourd'hui 2 preuves, 3 même. La première, c'est que si on est avec un réseau qui dépend de solaire et des éoliennes, catastrophe. L'Allemagne, d'ailleurs, a failli avoir une catastrophe aussi. C'est grâce à nous qu'elle a été évitée, parce qu'ils ont des... Et la France a pu absorber le surplus en éteignant nos centrales nucléaires, qui sont justement faites pour ça. On sait que vous êtes passionné et impassionné. Laissez M. Cheminade finir son raisonnement, s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est que Sanchez a refusé l'utilisation des bases espagnoles pour les avions américains qui vont bombarder l'Iran. Nous, on a dit oui, on les laisse à Istres, mais pour un certain temps seulement. Bref, on a cédé. Comment on a cédé sur le développement du nucléaire. Et enfin, en Espagne, ils sont sortis du système de fixation du prix de l'énergie au niveau européen. Nous n'avons pas été fichus de le faire. Alors nous avions beaucoup plus d'intérêt que l'Espagne elle-même. Donc l'Espagne, le nouveau modèle à suivre. Ça montre comment nos dirigeants actuels sont tout à fait incapables de répondre à la question que vous m'avez posée. Comment protéger les classes moyennes et comment les protéger, nos classes moyennes, exactement. Et leur donner les moyens de vivre. Et leur donner les moyens de vivre sans s'endetter plus. On arrive à la fin de votre interview croisée, messieurs, merci beaucoup. Une dernière question à chacun. Philippe, en une phrase, pétrole, Iran, récession américaine, quel est le risque concret pour l'épargne des Français ? Il y a plusieurs risques. C'est un désordre monétaire majeur. Autrement dit, on est peut-être à 3 semaines, 3 mois, j'en sais rien, d'une sorte de bouleversement, de basculement de type Bretton Woods, où il va falloir refondre le système mondial. Et autrement dit, le danger aujourd'hui, c'est concerne directement ce que nous avons sous forme numérique sur nos comptes en banque. Vous avez 1500 € de crédit, c'est de l'euro. Et demain, s'il y a de l'hyperinflation, parce que c'est ce vers quoi on se dirige, c'est pas vers 5% d'inflation qu'on va là. Avec les prix alimentaires qu'on a évoqués, le prix des transports, etc., on va peut-être vers 10% d'inflation d'ici la fin de l'année. 10% d'inflation, ça veut dire qu'en 7 ans, vous avez perdu la moitié de votre épargne. Charles Sanat est plus pessimiste que vous, il dit 12,5 ce matin. Donc, mais vous êtes d'accord sur le fond. On est assez d'accord. Donc, les hypothèses d'inflation, les gens n'ont même pas conscience. Là, on leur dit, ça peut-être, là, on est en train déjà de passer la barre des 3%. À 10%, vous vous rendez compte, c'est un bouleversement qu'on n'a pas connu depuis 1973. C'est-à-dire que notre épargne risque de fondre à une vitesse incroyable, tandis que notre économie serait en récession, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont au chômage. Enfin, c'est le scénario qui se dessine est terrible. Alors, donc il faut absolument détenir quelque chose qui résiste évidemment à l'inflation, l'érosion monétaire. Ok. Charles Sanat, Philippe Béchade, on a la Banque d'Espagne, on peut lui accorder une certaine crédibilité, d'autant plus après les propos de Jacques Cheminade. La Banque d'Espagne anticipe une inflation pour 2026 à 3%. Jacques Cheminade. Je crois que Philippe a tout à fait raison. C'est l'heure des matières premières. C'est-à-dire, il faut quelque chose qui ait une valeur en soi. Malheureusement, elles deviennent souvent en spéculation parce que les marchés sont très étroits, l'or et l'argent. Avec les taux, mais si, les taux qui vont avec... L'immobilier avec des taux à 4, 5, 6%. Et c'est maintenant qu'il faut acheter alors. Et le coût des matériaux, l'aluminium, là aussi, autre pénurie qui se dessine. Les plus grandes usines d'aluminium du Golfe, notamment Abu Dhabi, et je crois que c'est le Bahreïn,
il va manquer 12 à 15% de l'aluminium mondial. Donc les prix de l'aluminium vont flamber. C'est terrible pour le coût de la construction. Donc voilà, des taux élevés, les coûts de la construction qui explosent. L'immobilier me paraît pas aujourd'hui l'investissement idoine dans ce type de contexte. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour cette. L'or et l'argent, oui. Mais l'or et l'argent. Et le cuivre. Et le cuivre. Okay. Et le cuivre, très important pour la Chine. Et très important pour la Chine. Et pour tout le monde. Jacques Cheminade, vous aussi également, en une phrase. Bon, vous avez compris notre logique unitaire avec Philippe. En une phrase, c'est 10 minutes de temps de parole. En une phrase, monsieur Cheminade, est-ce qu'il faut sauver le système actuel ou en changer radicalement ? Il faut en changer radicalement, bien entendu. Mais il faut comprendre que seulement une nouvelle architecture de développement mutuel et de sécurité mutuelle peut changer les choses dans leur direction. Alors, après tout, en Europe, et seulement en Europe, c'est ce que réclamait Poutine en décembre 2021. Il voulait un système de sécurité, on lui a claqué la porte au nez, et c'est à ce moment-là qu'on a provoqué l'invasion de l'Ukraine. L'ire de Poutine. Pardon ? On a provoqué l'ire de Poutine. L'ire de Poutine, non, ça date depuis bien plus longtemps. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont vu en 92 à Pétersbourg avec Sobchak, qui était ultralibéral. Lui aussi était ultralibéral, voulait se mettre avec l'Europe. Et donc, tout à coup, il a réagi progressivement à ce qu'on lui a fait. Je pense qu'au peuple français aussi va réagir par rapport à ce qu'on lui fait. Et il comprendra qu'une réforme, même, je dirais, révolution dans l'ordre du système dans lequel on vit est nécessaire. Il comprendra que c'est une matière de sécurité nationale et de souveraineté. Eh bien, écoutez, et la vraie souveraineté. Et c'est pas facile, la vraie souveraineté, il faut se battre pour. Et il faut se battre pour. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir été avec moi ce matin sur le plateau de TV Finance. Jacques Cheminade, vous êtes, je le rappelle, un homme politique et fondateur du parti politique Solidarité Progrès. Vous aviez un livre à nous présenter, vous oui, voulez en parler ? Mon livre « Répondre au cri du peuple ». Je pense qu'on n'y a jamais répondu vraiment depuis que Jules Vallès avait son journal Le Cri du Peuple. Voilà. Le Cri du Peuple. Donc Jacques Cheminade, Répondre au Cri du Peuple aux éditions Glyph. Du Glyph. Aux éditions du Glyph, voilà, exactement. Évidemment, alors on s'aperçoit que les livres politiques qui marchent, c'est ceux qui sont, je dirais, Fayard-Plomb. Et c'est Bardella, c'est Sarkozy. C'est Bardella et Sarkozy. Exactement. Donc, il faut autre chose, il faut une autre vue. Il faut toujours élargir le plus possible son horizon de compréhension pour avoir un esprit le plus complet et le plus vif possible. Philippe, merci beaucoup. Philippe Béchade, rédacteur en chef aux publications Agora et habitué des plateaux de télé. Merci beaucoup. Et géographe à 16 heures perdues. Il faudra alors faire votre démonstration là, sur la situation des routes commerciales au Moyen-Orient, parce que voilà, il faudra une carte derrière vous la prochaine fois. Oui, genre, en tapant IMEC et Belt and Road, ils vont trouver. Eh bien, écoutez, faites-le. Et écoutez, à très bientôt sur le plateau de TV Finance. J'espère que ce débat vous a été utile. Et écoutez, à très bientôt sur TV Finance. Au revoir.